Le soleil de l'après-midi frappait sans pitié le parc national avec une force implacable. J'étais dans mon Jeep depuis plus de 8 heures, patrouillant sur les sentiers poussiéreux à la recherche de signes de braconniers. Je m'appelle Raphaël et je travaille comme garde forestier depuis 6 ans dans cette réserve, au cœur de la savane africaine. C'était presque la fin de l'expédition. Mes yeux brûlaient de fatigue, ma gorge était sèche malgré avoir bu presque toute l'eau que j'avais apportée, et tout ce que je voulais, c'était rentrer à la base, prendre une douche froide et me reposer. J'étais à seulement 15 minutes du siège quand cela arriva. Une petite forme dorée apparut soudainement sur la route poussiéreuse, juste au milieu du chemin. Mon cœur s'arrêta presque. C'était un lionceau, minuscule. Il ne devait pas avoir plus de 2 ou 3 mois. Sa fourrure avait encore ces petites taches caractéristiques des bébés. Ses pattes étaient démesurément grandes pour son petit corps. Et il était là, au milieu de la route, me fixant. J'ai freiné si fort que mon corps a été projeté vers l'avant contre la ceinture de sécurité. Le Jeep a dérapé violemment sur la terre rouge et sèche, soulevant un énorme nuage de poussière qui nous a enveloppés complètement. Les pneus ont crissé. Le volant a tourné dans mes mains. Le véhicule a fait un tour complet sur le côté avant de finalement s'arrêter. Quand la poussière s'est dissipée, j'étais à moins de 3 mètres du lionceau. 3 mètres. Si j'avais mis une demi-seconde de plus à freiner, j'aurais écrasé cette petite créature. Mon cœur battait si fort que j'entendais le sang pulser dans mes oreilles. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de me calmer, puis j'ai mieux regardé le lionceau. Et ce que j'ai vu m'a encore plus alarmé. Le petit lion n'avait pas peur. Il n'a pas fui au bruit du Jeep qui dérapait. Il ne s'est pas caché dans la végétation. Il est simplement resté là, au milieu de la route, me regardant directement, avec ses immenses yeux ambrés et brillants. Puis, il a commencé à miauler. Ce n'était pas un miaulement ordinaire de lionceau jouant ou appelant sa mère de manière désinvolte. C'était un miaulement désespéré, haut, insistant, rempli d'urgence. Un son qui vous serrait le cœur rien qu'à l'entendre. J'ai éteint le moteur du Jeep, pris mon sac à dos et suis descendu prudemment en gardant mes distances. Même s'il n'était qu'un bébé, les lions sont des animaux sauvages imprévisibles. Et là où il y a un lionceau, il y a généralement une mère à proximité. J'ai regardé autour de moi, cherchant des signes de la lionne adulte. Rien. Juste l'herbe haute balancée doucement par la brise chaude, les acacias éparpillés ici et là, et le silence lourd de la savane à l'heure la plus chaude de la journée. « Et petit !» j'ai murmuré en faisant des gestes avec les bras pour essayer de l'éloigner de la route. « Va-t'en, écarte-toi, va chercher ta mère. » Mais le lionceau n'a pas bougé. Au lieu de cela, il a couru vers moi. Mon premier instinct a été de reculer, mais il a été plus rapide. Il est arrivé à mes pieds, s'est dressé sur ses pattes arrière, a posé ses pattes avant sur mes genoux couverts de poussière, et a miaulé avec tant d'intensité, tant de désespoir, que j'ai senti mon cœur s'enfoncer dans ma poitrine. Ce n'était pas normal. Les lionceaux sauvages ne s'approchent pas des humains comme ça. Ils fuient, ils se cachent, leurs instincts leur disent de s'éloigner. Mais ce lionceau me demandait de l'aide, il n'y avait aucun doute. Il m'a regardé une fois de plus avec ses grands yeux expressifs, comme s'il disait « S'il te plaît, tu dois venir avec moi. S'il te plaît. » Puis il a tourné brusquement et a couru vers l'herbe haute qui bordait la route. Mais il n'est pas parti. Il s'est arrêté après quelques mètres, a regardé en arrière, a miaulé à nouveau et a attendu. Il m'attendait. J'ai regardé le Jeep, la radio, ma montre. Il était déjà plus de 5 heures de l'après-midi. Je devrais être en train de rentrer. Mais ce lionceau avait besoin d'aide, et je savais au fond de mon cœur que si je partais à ce moment-là, je le regretterais pour le reste de ma vie. J'ai pris mon sac à dos avec de l'eau, une corde, une trousse de premier secours et mon couteau de chasse. J'ai mis mon chapeau à large bord pour me protéger du soleil qui brûlait encore fort. Et j'ai suivi le lionceau. Il est entré dans la végétation dense d'herbes hautes qui m'arrivait à la taille. Les tiges sèches frottaient contre mon pantalon, faisant un bruit rugueux. La chaleur était étouffante là-dedans, où il n'y avait pas la moindre brise.
Les épines des buissons griffaient ma peau. Les mouches bourdonnaient autour de mon visage. La sueur coulait dans mon dos, trempant ma chemise, mais le lionceau continuait à avancer, regardant toujours en arrière pour s'assurer que je le suivais. Nous avons marché comme ça pendant peut-être 5 minutes. Cela a semblé une éternité sous ce soleil. Enfin, le lionceau s'est arrêté près d'un grand acacia feuillu qui offrait une ombre généreuse. Il a couru vers une zone où le sol semblait légèrement enfoncé, est arrivé tout au bord et a commencé à miauler désespérément, regardant vers le bas. Mon estomac s'est retourné, je connaissais ce schéma. Je me suis approché prudemment et j'ai regardé vers le bas. Et j'ai été complètement paralysé. C'était un piège de braconnier. Un trou creusé dans le sol de plus de 3 mètres de profondeur, plus haut que moi. Les parois étaient abruptes, faites de terre dure et compactée, impossible à escalader. L'ouverture en haut était large, peut-être 2 mètres de diamètre, délibérément camouflée avec des branches et des feuilles sèches, jusqu'à ce que quelqu'un, ou un animal, marche dessus. Et au fond de ce piège, immobile dans la terre sombre, se trouvait une lionne adulte. Elle gisait sur le côté, complètement épuisée. Ses flancs se soulevaient et s'abaissaient avec des respirations courtes et lourdes. Chaque inspiration semblait coûter un effort immense. Quand mon ombre est tombée sur elle, la lionne a essayé de lever la tête. Ses muscles ont tremblé sous l'effort. Elle a laissé échapper un grognement faible, presque inaudible, essayant de m'intimider même dans son état critique. Mais ses yeux étaient troubles, sans focus. La déshydratation sévère les avait rendus opaques, sans cette lueur caractéristique des grands félins. Sa langue pendait hors de sa bouche, complètement sèche, craquelée, couverte de poussière. Sa fourrure dorée, qui aurait dû être belle et brillante, était sale, poussiéreuse, sans vie. Elle était là depuis au moins une journée entière, peut-être plus, sous ce soleil brûlant, sans eau, sans nourriture, sans pouvoir sortir, mourant lentement. Et ce petit lionceau était resté là tout ce temps, désespéré, incapable d'aider sa mère, probablement sans manger ni boire non plus. Jusqu'à ce que je passe, jusqu'à ce qu'il décide d'arrêter mon jeep, jusqu'à ce qu'il m'amène ici. Le lionceau était maintenant au bord du piège, allant et venant, miaulant sans cesse pour sa mère qu'il ne pouvait pas atteindre. Ses petites pattes grattaient la terre comme s'il voulait creuser, descendre, arriver jusqu'à elle. Mais il était trop petit, trop faible. S'il tombait là-dedans, il serait aussi piégé. Ma gorge s'est serrée, mes yeux ont brûlé. J'ai pris la radio de ma ceinture avec des mains tremblantes et j'ai appuyé sur le bouton d'urgence. « Base, ici, Raphaël !» Ma voix était plus forte que je ne l'avais voulu. « Urgence !» Je répète, urgence. Lionne adulte, piégée dans un piège de braconnier. État critique. Déshydratation sévère. J'ai besoin d'une équipe de secours avec un treuil et un vétérinaire en urgence. J'envoie les coordonnées GPS maintenant. Silence radio pendant 3 secondes qui ont semblé une éternité. Puis la voix calme et professionnelle du dispatch Lucas a retenti. Reçu, Raphaël. Confirmation de réception des coordonnées. J'active Thiago et l'équipe de secours maintenant. Il devrait arriver là-bas dans environ 30 à 40 minutes. Tu es en sécurité. Pour l'instant, oui, mais elle est en état critique. Elle ne tiendra peut-être pas 40 minutes. Fais ce que tu peux, Raphaël. L'équipe part maintenant. Lucas, fin de transmission. La radio a fait un clic et est retournée au silence. 40 minutes. J'ai regardé la lionne au fond du trou. 40 minutes, c'était peut-être trop long. J'ai regardé autour de moi et j'ai trouvé un acacia robuste à environ 5 mètres du piège. J'ai sorti la corde de mon sac. 20 mètres de corde d'escalade, assez solide pour supporter mon poids. J'ai attaché une extrémité fermement autour du tronc de l'arbre, faisant un nœud double avec une boucle de sécurité. J'ai testé 3 fois, tirant de toutes mes forces. La corde a tenu. J'ai jeté l'autre extrémité dans le trou et j'ai commencé à descendre. La descente a été plus difficile que je ne l'avais imaginé. Les parois de terre étaient lisses, compactées, offrant peu de prise pour les pieds. Je devais utiliser principalement la force de mes bras pour me tenir à la corde. La poussière qui se détachait de la paroi entrait dans mon nez et ma bouche, me faisant tousser.
La sueur coulait dans mes yeux, brûlant, brouillant ma vision. Je suis descendu centimètre par centimètre, mètre par mètre, jusqu'à ce que mes pieds touchent enfin le sol ferme du fond du piège. Il faisait sombre là-bas. La lumière du soleil qui entrait par l'ouverture en haut créait un cercle de lumière au centre, mais les bords restaient dans une ombre profonde. Et là, à moins de 2 mètres de moi, se trouvait la lionne. Elle me suivait du regard trouble. Ses yeux essayaient de se concentrer sur moi, mais n'y arrivaient pas vraiment. Elle a ouvert la bouche et a essayé de grogner, mais le son qui est sorti était pathétique, faible, rauque, sans force. Elle essayait de me prévenir qu'elle était encore dangereuse, que je devrais m'éloigner. Mais nous savions tous les deux qu'elle n'avait pas la force d'attaquer qui que ce soit. « Et ma belle ?» j'ai dit doucement, lentement, gardant ma voix calme. « Calme, je suis là pour aider. Je ne vais pas te faire de mal, d'accord? Je vais juste te donner un peu d'eau. » Je me suis accroupi lentement à environ 2 mètres de son museau. Maintenant, un contact visuel, la laissant me voir, m'évaluer. J'ai pris une de mes bouteilles d'eau. J'en avais apporté 3, d'1 litre chacune. J'ai commencé à ramper vers elle, centimètre par centimètre, gardant mon corps bas, non menaçant. « Calme, ma belle, juste de l'eau. Tu as besoin d'eau. » C'est alors que je l'ai vue, un mouvement subtil dans le coin sombre du piège. Quelque chose bougeait entre les rochers et les racines exposées. Quelque chose de long, quelque chose qui rampait. Mon sang s'est glacé. C'était un serpent, pas n'importe quel serpent. Une vipère des sables, brun grisâtre, avec ce motif d'écaille en forme de diamant, environ 1,5 mètre de long, corps épais et musclé, un des serpents les plus venimeux de toute l'Afrique. Son venin provoque une nécrose tissulaire, des hémorragies internes, et peut tuer un humain adulte en quelques heures s'il n'est pas traité. Pour un animal déjà affaibli comme cette lionne, ce serait fatal en quelques minutes. Le serpent se déplaçait lentement, prudemment, glissant entre les ombres, s'approchant de la lionne immobile. La lionne ne l'avait même pas remarqué. Elle était trop faible, trop concentrée sur moi, la menace visible. Elle ne voyait pas la mort silencieuse rampant vers elle. Mon esprit a travaillé vite. Si je criais ou bougeais brusquement, le serpent pourrait attaquer immédiatement. Si je ne faisais rien, il atteindrait la lionne en quelques secondes. Lentement, très lentement, j'ai porté ma main à ma ceinture et j'ai sorti mon couteau de chasse. La lame faisait 15 centimètres. Aiguisée comme un rasoir, elle m'avait sauvé plus d'une fois dans des situations compliquées. J'ai commencé à me déplacer vers la gauche, contournant la lionne en un large arc, me positionnant pour intercepter le serpent avant qu'il n'atteigne les pattes arrière du félin. Chaque mouvement devait être calculé, silencieux, précis. Le serpent a continué à avancer, sa langue fourchue entrant et sortant de sa bouche, captant les particules d'odeur dans l'air. Il avait détecté la lionne, une proie facile, immobile, sans défense. Il est arrivé près des pattes arrière de la lionne. Très près. Dangereusement près. Il n'y avait plus de temps. Je me suis élancé vers l'avant dans un mouvement explosif, utilisant toute la force de mes jambes. Mon bras est descendu comme un marteau. Le couteau a tranché l'air et a frappé le serpent juste derrière la tête, clouant son corps tordu au sol de terre dure. La vipère a explosé de fureur. Son corps s'est tordu violemment, fouettant d'un côté à l'autre, essayant de se libérer. Sa bouche s'est ouverte, révélant des crochets blancs et courbés dégoulinant de venin. Elle a essayé de me mordre, sa tête se débattant d'avant en arrière. Mais j'ai tenu bon. Je ne pouvais pas la laisser s'échapper. De ma main libre, j'ai pris une pierre de la taille de mon poing et j'ai frappé la tête du serpent de toutes mes forces. 1 coup, 2, 3, jusqu'à ce que, enfin, au 4e coup, la tête se sépare du corps. Le corps a continué à se tordre pendant quelques secondes, des réflexes nerveux, mais la menace était passée. J'ai jeté le serpent mort dans le coin le plus éloigné du piège et je me suis tourné vers la lionne, haletant, en sueur, les mains tremblantes d'adrénaline. Elle me regardait avec une expression que je n'oublierai jamais. Surprise, confusion et quelque chose de plus. Quelque chose qui ressemblait presque à de la gratitude. Non, ce n'était pas possible.
Elle était un animal sauvage. Elle ne comprenait pas des concepts comme la gratitude, mais il y avait quelque chose de différent dans son regard maintenant. « D'accord, ma belle. Maintenant, prenons soin de toi. » J'ai repris la bouteille d'eau et j'ai rampé plus près. Cette fois, elle n'a pas grogné. J'ai dévissé le bouchon et j'ai commencé à verser un fin filet d'eau directement dans sa bouche, visant sa langue sèche et craquelée. Les premières gouttes ont touché sa langue. Ses yeux se sont légèrement agrandis. Et puis elle a commencé à lécher, avidement, désespérément. Sa langue rugueuse bougeait frénétiquement, essayant de capturer chaque goutte précieuse. Je pouvais voir sa gorge bouger alors qu'elle avalait. Je lui ai donné de petites gorgées, lentement, pour ne pas surcharger son estomac vide et déshydraté. Trop d'eau d'un coup pouvait provoquer des vomissements, et elle ne pouvait pas se permettre de perdre plus de liquide. Elle a bu presque une bouteille entière, 1000 millilitres d'eau. Quand elle a finalement tourné la tête, refusant d'en boire plus, ses yeux étaient déjà un peu plus clairs. Toujours trouble, mais mieux, définitivement mieux. J'en ai profité pour examiner ses pattes. Il y avait des éraflures sur les coussinets. Elle avait essayé d'escalader les parois du piège à plusieurs reprises, grattant, creusant, désespérée pour sortir. Les coussinets étaient à vif à certains endroits, saignant légèrement, mais rien ne semblait cassé, aucun os exposé, rien qui ne guérirait pas avec le temps et des soins. Elle a fermé les yeux et, à ma grande surprise, a commencé à ronronner. C'était un son bas, rauque mais indubitable, un ronronnement de soulagement. J'ai tendu ma main lentement et j'ai touché sa tête. Elle ne s'est pas écartée. Elle n'a pas grogné. Elle a simplement continué à ronronner. « Tiens bon, ma belle. L'aide arrive. Tu vas t'en sortir. Je te le promets. » C'est à ce moment-là que j'ai entendu un son venant d'en haut qui a fait geler tout mon corps d'horreur. Un cri aigu, strident, désespéré, le miaulement du lionceau. Mais ce n'était pas un miaulement ordinaire. C'était un miaulement de terreur pure. J'ai levé la tête brusquement, regardant vers le haut, vers l'ouverture circulaire du piège 3 mètres au-dessus. Je ne pouvais pas voir ce qui se passait, mais je pouvais entendre. Le lionceau grognait de toutes ses forces avec ses petits poumons, un petit grognement aigu, presque comique, mais rempli de détermination. Et puis j'ai entendu un autre son, un son qui a fait geler mon sang dans mes veines, des rires étranges, effrayants, qui semblaient à la fois des rires et des cris, des hyènes. Non! J'ai saisi la corde et j'ai commencé à monter aussi vite que mes bras et mes jambes le permettaient. La corde brûlait mes mains. La peau de mes paumes s'ouvrait sous la friction. Je sentais le sang chaud couler le long de mes poignets. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. Ce lionceau avait sauvé sa mère. Il était venu me chercher. Il m'avait fait confiance. Je ne pouvais pas le laisser mourir. J'ai grimpé les 3 mètres en un temps record, propulsé par l'adrénaline pure et le désespoir. Quand mes doigts ont enfin agrippé le bord du piège, j'ai tiré de toutes mes forces, projetant mon corps vers le haut et roulant hors du trou, tombant dans l'herbe sèche. Je me suis relevé immédiatement, et j'ai vu 6 hyènes, 6 grands prédateurs musclés, avec des mâchoires capables de broyer des os. Elles formaient un cercle fermé autour de l'ouverture du piège, s'approchant lentement, évaluant la situation. Leurs yeux jaunes brillaient de faim et d'une intelligence cruelle. Et entre elles et le piège, seul, minuscule, se trouvait le lionceau. Il avait les pattes écartées en posture de combat. Sa fourrure était toute hérissée, le faisant paraître plus grand qu'il ne l'était, bien qu'il soit encore ridiculement petit comparé aux prédateurs autour de lui. Et il grognait, ce petit grognement aigu, strident, qui aurait dû être drôle mais qui brisait le cœur. Parce qu'il ne reculait pas d'1 centimètre. Il protégeait sa mère, même s'il était minuscule, même s'il n'avait aucune chance, même s'il savait, d'une manière ou d'une autre, il savait qu'il allait mourir. Il ne l'a pas abandonné. L'hyène alpha, un mâle grand avec une oreille déchirée par d'anciennes batailles, a fait 2 pas calculés en avant. Le lionceau a réagi immédiatement. Il a avancé. Une petite créature de 3 mois, pesant peut-être 4 ou 5 kilos, attaquant un prédateur de 40 kilos. Un prédateur 10 fois plus grand que lui.
L'hyène a reculé d'un bond, surprise, montrant ses crocs jaunis. Les autres ont commencé à se disperser, se déplaçant sur les côtés, encerclant le lionceau. C'était la tactique de chasse des hyènes, encercler la proie, attaquer de multiples directions, confondre et épuiser avant le coup fatal. Il n'y avait plus de temps. J'ai couru vers le jeep. 30 secondes n'avaient jamais semblé si longues. J'ai ouvert la porte arrière et j'ai pris le pistolet de signalisation et mon fusil de calibre 12. J'ai chargé le pistolet avec une fusée rouge et je suis retourné en courant. Les hyènes avaient presque complètement fermé le cercle autour du lionceau. J'ai pointé le pistolet vers le haut et j'ai tiré. Boum! La fusée a explosé dans l'air avec une lumière rouge aveuglante et un bruit qui a résonné dans la savane. La meute a tremblé. Le mâle alpha a reculé d'un bond, grognant. Mais elles n'ont pas fui. Elles se sont arrêtées à une trentaine de pas formant une ligne, hurlant et riant de ce rire horrible caractéristique des hyènes. Le lionceau a couru vers moi et s'est pressé contre ma jambe, mais il a continué à grogner courageusement vers les ennemis. Ses petites pattes tremblaient, je pouvais sentir tout son petit corps tremblant de peur contre ma jambe, mais il n'a pas arrêté de grogner. J'ai rechargé le pistolet de signalisation, gardant le fusil prêt dans l'autre main. Les hyènes ont commencé à s'approcher à nouveau. Elles avaient compris que ce n'était que de la lumière et du bruit, pas une vraie menace, pas quelque chose qui pouvait vraiment les blesser. Et elles avaient faim. Elles se sont divisées, 3 à droite, 3 à gauche. Tactique classique. Attaque coordonnée de multiples directions. Les 2 hyènes à droite ont feint une attaque, avançant rapidement. J'ai tourné et j'ai tiré le fusil en l'air, au-dessus de leur tête. Boum! Le bruit a fait reculer les 2, grognant. Mais le groupe à gauche a utilisé la distraction. Elles se sont approchées furtivement du bord du piège, essayant d'atteindre la lionne sans défense en bas. J'ai tourné à nouveau et j'ai tiré la 2e fusée directement sous leurs pattes. Ouch! Une explosion de lumière rouge intense et d'étincelles les a fait reculer en hurlant. Mais je pouvais voir dans leurs yeux. Elles savaient que ce n'était que du spectacle. Elles savaient que je manquais de ressources. Et elles avaient raison. Il ne restait qu'une fusée et une balle. Le lionceau a poussé un cri aigu et, à mon horreur, a avancé à nouveau. Il a couru directement vers le mâle alpha qui s'était approché furtivement du bord du piège. Le lionceau s'est accroché au museau de l'hyène avec ses petites griffes, grattant et mordant de toutes ses forces. L'hyène a secoué la tête violemment, projetant le lionceau sur le côté. Il est tombé dans l'herbe, mais s'est relevé immédiatement, revenant à l'attaque. L'hyène a grogné, montrant ses mâchoires puissantes, se préparant à donner le coup fatal, une morsure qui briserait la colonne de ce lionceau stupide en 1 seconde. Je n'ai pas réfléchi, j'ai juste agi. J'ai pointé le fusil vers le sol juste sous les pattes de l'hyène et j'ai tiré. Boum! L'impact de la balle a frappé la terre sèche, explosant en une gerbe de poussière, de terre et de petites pierres qui ont volé directement dans le museau du prédateur. L'hyène a hurlé et a reculé d'un bond, secouant désespérément la tête, essayant de nettoyer ses yeux et ses narines. Le lionceau a couru vers moi, tout hérissé, tremblant violemment. Je l'ai pris dans mes bras et je l'ai serré contre ma poitrine, sentant son petit cœur battre comme un tambour incontrôlable. « Tu es fou, petit, complètement fou. » Mais j'avais épuisé mes munitions, une fusée contre 6 prédateurs affamés. J'ai rechargé le fusil, mais c'était ma dernière balle. Si je l'utilisais, je serais complètement sans défense. Les hyènes ont commencé à s'approcher à nouveau, plus confiantes maintenant. Le mâle alpha s'est accroupi, se préparant à l'attaque finale. Ses yeux jaunes nous fixaient avec un calcul froid, calculant la distance, calculant la vitesse, planifiant exactement où mordre en premier. J'ai levé le fusil, visant directement sur lui. S'il attaquait, je devrais tirer pour de vrai. Je devrais tuer. Je ne voulais pas. Je n'ai jamais voulu tuer un animal. C'était contre tout ce en quoi je croyais, contre tout ce que j'avais juré quand je suis devenu garde forestier. Mais je l'aurais fait si nécessaire, pour sauver ce lionceau courageux. C'est alors que j'ai entendu le son le plus beau que j'ai jamais entendu de ma vie, le rugissement de moteurs puissants s'approchant à grande vitesse.
Deux Toyota Hilux modifiés sont apparus derrière la végétation basse, soulevant d'énormes nuages de poussière rouge. La cavalerie était arrivée. Les camions ont accéléré directement vers nous, klaxonnant sans arrêt, phares allumés même en plein jour. Les hyènes ont finalement rompu leur formation. Le mâle alpha a aboyé un ordre, et toute la meute a reculé, se retournant et courant vers la végétation plus dense, leurs formes tachetées disparaissant entre les ombres des arbres. J'ai lentement baissé le fusil. Mes bras tremblaient, tellement que je pouvais à peine le tenir. Mes genoux ont fléchi et j'ai failli m'effondrer. Un frisson de soulagement si intense a parcouru mon échine que j'ai senti des larmes brûler mes yeux. Les camions se sont arrêtés dans un nuage de poussière et 4 personnes en sont sorties. Thiago et Mariana, du service vétérinaire, portant du matériel médical et des mallettes. Roberto et Juliana, de l'équipe de secours, apportant un trépied pliable, un treuil électrique et un brancard en filet. Thiago a couru vers moi, les yeux écarquillés, en voyant le fusil dans mes mains tremblantes, le lionceau accroché à ma poitrine. « Raphaël, tu vas bien? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Yen. C'est tout ce que j'ai pu dire, essayant toujours de reprendre mon souffle. 6. Mon Dieu. Mariana a regardé autour d'elle, cherchant des signes des prédateurs. Elles sont encore dans les parages? Je ne sais pas. Mais la lionne est toujours dans le piège. J'ai pointé vers le trou. L'équipe est immédiatement entrée en action. Thiago est arrivé au bord et a regardé en bas, évaluant l'état de la lionne. « Elle est consciente ?» a-t-il demandé. Elle l'était il y a quelques minutes. Je lui ai donné presque 1 litre d'eau. Elle a tout bu. Bien, super, cela a peut-être sauvé sa vie. Mariana préparait déjà le dart tranquillisant. Une grande seringue attachée à une aiguille spéciale qui serait tirée par une sorte de pistolet à air comprimé. Roberto et Juliana ont commencé à monter le trépied de secours. 3 jambes en aluminium renforcé qui s'emboîtaient dans une structure triangulaire au-dessus de l'ouverture du piège. Le lionceau ne me lâchait pas. Ses petites griffes étaient accrochées à ma chemise, son petit visage pressé contre mon épaule. « Hé, petit !» j'ai chuchoté. « Tout va bien maintenant. Ta mère va aller bien. » Mariana a terminé de préparer le dart et a visé soigneusement. « Écartez-vous tous. Je vais tirer. PFFFT. » Le son étouffé du pistolet à air. Le dart a volé dans une trajectoire parfaite et s'est planté dans la cuisse arrière de la lionne. Elle a légèrement bougé, sentant la piqûre, mais n'avait pas l'énergie pour réagir davantage. Thiago a déclenché le chronomètre. 3 minutes pour que le tranquillisant fasse effet complet. Ce furent les 3 minutes les plus longues. Roberto et Juliana ont terminé de monter le trépied et ont fixé le treuil électrique au sommet. Ils ont déroulé le câble en acier et accroché des crochets au brancard en filet. Quand le chronomètre a sonné, Thiago a pris un équipement médical portable, un stéthoscope et un oxymètre, et est descendu rapidement le long de la corde. Il a fait un examen rapide de la lionne. Il a écouté son cœur, vérifié les pupilles, mesuré la saturation en oxygène dans le sang. « Elle est stable !» a-t-il crié d'en bas. Déshydratation sévère, épuisement et raflures aux pattes, mais elle va survivre. Sortons-la de là. Roberto est aussi descendu et je l'ai suivi, portant toujours le lionceau. Nous avons travaillé ensemble pour glisser le brancard en filet sous le corps lourd de la lionne endormie. Ce n'était pas facile. Elle devait peser dans les 120 kilos de pur muscle. Nous devions la retourner d'un côté à l'autre, tirer le filet en dessous, nous assurer que toutes les sangles étaient correctement positionnées. Cela a pris 5 minutes de travail intense, suant sous la chaleur étouffante du fond de ce piège. Mais finalement, tous les coins du brancard étaient fixés avec des mousquetons en acier. « Prêt !» a crié Roberto. « Hissez !» Juliana, en haut, a actionné le treuil électrique. Le moteur électrique a bourdonné. Le câble en acier s'est tendu. Et lentement, centimètre par centimètre, le brancard a commencé à monter. Roberto et moi avons tenu la structure par en dessous, la guidant, nous assurant qu'elle ne balançait pas ou ne cognait pas contre les parois de terre. La montée a pris 4 minutes. Mais finalement, la lionne est arrivée à la surface, où Thiago et Mariana l'attendaient. Nous sommes remontés rapidement derrière. Ensemble,
Nous avons porté la lionne jusqu'à l'arrière d'un des camions où des couvertures épaisses étaient déjà étendues. Tiago a inséré un cathéter dans la veine de la patte avant et a connecté une poche de sérum physiologique. Mariana a appliqué des compresses froides sur la tête et le cou de la lionne pour faire baisser sa température corporelle. Le lionceau se débattait dans mes bras, essayant d'atteindre sa mère. Ses petits miaulements brisaient le cœur. « Calme-toi, petit. Elle va aller bien. Tu l'as sauvée. Tu as été si courageux. » Tiago a terminé l'examen initial et s'est tourné vers moi, souriant. « Raphaël, elle va survivre. Tu l'as trouvée à temps. Quelques heures de plus et il aurait été trop tard. » Mariana a acquiescé. Déshydratation critique, épuisement sévère, blessures aux pattes, mais rien qui ne guérira pas. 1 mois et demi de traitement et elle retournera dans la nature. « Et le lionceau ?» ai-je demandé. « Il ira avec elle. Ils ne peuvent pas être séparés maintenant. » Juliana s'est approchée. « Tu viens avec nous au centre de réhabilitation ?» J'ai regardé le lionceau dans mes bras. Ses grands yeux ambrés me regardaient avec une confiance totale. « Oui, je vais jusqu'au bout avec ces deux-là. » Je suis monté dans la cabine du camion et j'ai posé le lionceau sur mes genoux. Il a enfin arrêté de se débattre. Il s'est blotti contre ma poitrine, pressant son petit museau chaud là, et a commencé à ronronner. Un ronronnement doux, fatigué mais heureux. Roberto a pris le volant et nous sommes partis. Il y avait 1 heure de trajet jusqu'au centre de réhabilitation de la faune sauvage. Le lionceau est resté tranquillement allongé tout le temps pendant que je caressais sa fourrure douce, sentant les petites taches sous mes doigts. « Tu es le lionceau le plus courageux que j'ai jamais connu », ai-je chuchoté. « Tu as sauvé ta propre mère. Quel animal incroyable tu es !» Le soleil commençait à se coucher quand nous sommes enfin arrivés au centre de réhabilitation. L'endroit était impressionnant. Des installations modernes construites spécifiquement pour s'occuper des animaux sauvages, blessés ou sauvés. Il y avait de grands enclos ombragés naturellement, des cliniques vétérinaires complètes avec des équipements de pointe et une équipe dédiée de professionnels qui vivaient pour sauver des vies. La lionne a été immédiatement transférée dans une salle de soins intensifs. Le docteur Esther, la vétérinaire en chef, une femme d'une 40aine d'années, aux cheveux gris attachés en chignon et aux yeux doux, a pris personnellement en charge le cas. Elle a fait un examen complet pendant que la lionne était encore sédatée. Elle a vérifié chaque centimètre de son corps. Elle a fait des radiographies pour s'assurer qu'il n'y avait pas de fracture. Elle a prélevé des échantillons de sang pour vérifier la fonction rénale et hépatique. Elle a nettoyé et désinfecté soigneusement chaque blessure aux pattes. Elle a eu beaucoup de chance, a dit le docteur Esther, regardant les résultats des examens sur l'écran de l'ordinateur. La déshydratation était à la limite critique. Quelques heures de plus, et nous aurions eu une insuffisance rénale irréversible. « Mais elle va aller bien ?» ai-je demandé, tenant toujours le lionceau. « Oui, cela prendra du temps, mais elle se rétablira complètement. Le lionceau a été placé dans un enclos adjacent, séparé de sa mère seulement par une vitre transparente. Il pouvait la voir à travers la vitre. Il pouvait savoir qu'elle était là, qu'elle était en sécurité. Au début, il grattait frénétiquement la vitre, miaulant sans cesse, désespéré de la rejoindre. Mais le docteur Esther a expliqué « Il doit s'habituer. Elle aura besoin de quelques jours de soins intensifs avant qu'ils puissent être réunis à nouveau. » Petit à petit, le lionceau a compris. Il pouvait voir sa mère, il pouvait la voir respirer, il pouvait la voir être soignée. Et lentement, il s'est calmé. Il s'est roulé en boule dans une couverture douce que nous avions placée pour lui et s'est endormi, épuisé après la journée la plus longue et la plus effrayante de sa jeune vie. Avant de partir ce soir-là, je me suis approché de la vitre et j'ai regardé le lionceau dormir. Ce petit lionceau minuscule qui avait arrêté mon Jeep, qui m'avait guidé jusqu'à sa mère, qui avait affronté 6 hyènes, qui avait refusé d'abandonner. « Dors bien, petit héros !» ai-je chuchoté. « Tu le mérites. 2 mois se sont écoulés. Je visitais le centre chaque semaine. Je ne pouvais pas rester loin. J'avais besoin de voir comment ils allaient.
La transformation a été incroyable. La première semaine, la lionne était encore faible, passant la plupart de son temps allongée, recevant des fluides intraveineux et mangeant de petites portions de viande fraîche. Mais ses yeux s'éclaircissaient jour après jour. Sa fourrure retrouvait son éclat doré. Les blessures à ses pattes cicatrisaient. La deuxième semaine, elle était déjà debout, marchant dans l'enclos, mangeant normalement. La troisième semaine, le lionceau a enfin été réuni avec elle. Quand la porte entre les enclos s'est ouverte, il a filé comme une fusée dorée. Il a couru directement vers sa mère et a pratiquement grimpé sur elle, miaulant fort, frottant son petit visage contre elle, léchant, sautant. La lionne a baissé la tête et l'a léché de la tête aux pieds, ronronnant si fort que nous pouvions l'entendre de l'extérieur de l'enclos. Ce fut l'un des moments les plus beaux que j'ai jamais vécus. Au premier mois, le lionceau a visiblement grandi. Ses pattes sont devenues plus grandes. Son corps s'est musclé. Son visage a perdu cette apparence de bébé et a commencé à montrer les caractéristiques d'un jeune lion. Il jouait toute la journée, poursuivant des papillons, attaquant sa propre queue, faisant semblant de chasser des feuilles sèches emportées par le vent. La lionne a complètement récupéré sa force. Elle est redevenue la prédatrice magnifique qu'elle avait toujours été. Muscles définis, mouvements gracieux, regard alerte et intelligent. Au deuxième mois, le docteur Esther m'a appelé pour une conversation. « Raphaël, ils sont prêts. » Mon cœur s'est serré. Je savais que ce jour viendrait. Je savais que c'était la bonne chose, mais je n'étais pas préparé émotionnellement. Prêt à être relâché? Oui, la lionne est complètement rétablie. Le lionceau est fort et en bonne santé. Il n'y a aucune raison médicale de les garder ici, et plus ils resteront, plus la réadaptation à la vie sauvage sera difficile. Je savais qu'elle avait raison. Les animaux sauvages ne sont pas des animaux de compagnie. Ils ne sont pas faits pour être domestiqués ou gardés en captivité plus longtemps que nécessaire. Ils appartiennent à la nature. Quand? Demain, à l'aube. Nous avons choisi un endroit parfait dans la zone protégée de la réserve, loin des routes, avec de l'eau permanente, une bonne chasse, sans présence de braconniers. « Je peux venir ?» Elle a souri. « Raphaël, tu dois venir. Tu les as sauvés. Tu mérites de les voir libres. » Nous sommes arrivés à l'endroit choisi juste à l'aube. Le ciel était peint de ces incroyables tons de rose, orange et doré que seuls les matins africains savent produire. L'endroit était parfait. Une large clairière d'herbes dorées au pied de collines douces, des acacias éparpillés offrant une ombre généreuse. Un ruisseau cristallin serpentant à travers le paysage, garantissant de l'eau fraîche toute l'année. La vie sauvage était déjà en train de s'éveiller, des oiseaux chantant, de petits antilopes broutant au loin, un groupe de zèbres buvant de l'eau au ruisseau. La cage de transport a été positionnée au bord de la clairière. Je me suis approché. À l'intérieur, la lionne et le lionceau attendaient. Elle était calme, mais alerte. Ses yeux scannaient l'environnement à travers les barreaux, évaluant, reconnaissant. Elle savait qu'elle rentrait à la maison. Le docteur Esther m'a tendu la clé de la cage. Tu fais les honneurs. Ma main tremblait quand j'ai tenu la clé. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis dirigé vers la porte de la cage. J'ai inséré la clé dans la serrure. J'ai tourné. Clic. Le verrou s'est ouvert. J'ai tiré la porte, qui s'est ouverte avec un léger grincement des charnières. La lumière dorée du matin a inondé l'intérieur de la cage. La lionne n'est pas sortie immédiatement. Elle est restée là quelques secondes, simplement en train de sentir. Sentant l'air frais et libre sur son visage, sentant l'odeur de l'herbe, de la terre, de l'eau, sentant la liberté. Puis enfin, elle est sortie. Elle a posé ses pattes sur l'herbe douce et s'est arrêtée. Elle a fermé les yeux et a simplement respiré. Une longue, profonde respiration, comme si elle inhalait la vie elle-même. Elle a étiré tout son corps, long et musclé, cambrant le dos dans un étirement parfait de prédateur. Et elle a rugi. Ce n'était pas un rugissement d'agressivité ou de menace, c'était un rugissement de pure joie, de liberté reconquise, de gratitude pour une seconde chance.
Le son a résonné à travers les collines, annonçant à toute la savane qu'elle était de retour. Le lionceau est sorti ensuite, maintenant visiblement plus grand, plus fort, plus confiant. Il n'était plus ce bébé minuscule et effrayé. C'était un jeune lion avec un avenir devant lui. Il a immédiatement commencé à courir en cercle dans l'herbe, sautant, roulant, poursuivant des papillons qui volaient autour des fleurs sauvages. C'était la joie pure, sous forme animale, la liberté célébrée de la seule manière que les animaux savent, en la vivant complètement. Je souriais si largement que mon visage me faisait mal. Des larmes de bonheur coulaient sur mon visage, sans que j'essaie même de les cacher. La lionne a arrêté d'observer le lionceau jouer et s'est tournée vers moi. Nos yeux se sont rencontrés. Et à ce moment-là, je jure, il y avait une compréhension mutuelle. Elle savait que je l'avais sauvée. Elle savait que j'avais risqué ma vie pour elle. Elle savait que j'avais protégé son petit. Elle a marché dans ma direction. Mon cœur s'est emballé. Pendant une seconde, j'ai pensé que peut-être j'avais mal interprété, peut-être qu'elle venait m'attaquer. Mais non, elle s'est arrêtée juste devant moi. Elle a baissé cette tête majestueuse. Et doucement, avec une délicatesse impressionnante pour un prédateur si puissant, elle a pressé son front contre ma poitrine. C'était un geste ancestral. Dans le monde des grands félins, toucher son front à quelqu'un est le plus grand signe de confiance et de respect. Cela signifie « je te fais confiance ». Je te respecte, tu fais partie de ma meute. Ma main s'est levée automatiquement et j'ai caressé sa crinière. J'ai senti la fourrure rugueuse sous mes doigts. J'ai senti la chaleur de son corps. J'ai senti la force contenue dans ses muscles. « Vis longtemps !» ai-je chuchoté, la voix tremblante. « Prends bien soin de lui et sois libre. » Elle est restée là quelques secondes de plus. Puis, elle s'est éloignée et a lancé un appel bas pour le lionceau. Il a arrêté de jouer immédiatement et a couru dans sa direction, mais avant de la suivre, il est aussi venu vers moi. Il s'est dressé sur ses pattes arrière, exactement de la même manière qu'il l'avait fait ce jour-là sur la route, 2 mois plus tôt. Mais maintenant, il était plus grand, plus lourd, ses pattes atteignaient presque ma taille. Je me suis accroupi devant lui et je l'ai gratté derrière les oreilles une dernière fois. « Toi, ai-je dit, regardant directement dans ses yeux ambrés que je n'oublierai jamais, tu es l'animal le plus courageux que j'ai jamais connu. Tu as sauvé ta propre mère. N'oublie jamais ça. » Il a léché ma main avec cette langue rugueuse comme du papier de verre. Puis il a couru derrière sa mère. La lionne avait déjà commencé à s'éloigner, marchant calmement vers les collines. Le lionceau a couru à côté d'elle, faisant de petits bonds joyeux, pleins d'énergie. Je suis resté là, à les observer. Je les ai observés traverser la clairière sous la lumière dorée du matin. Je les ai observés passer entre les troncs sombres des acacias. Je les ai observés commencer à gravir la colline. Le lionceau a regardé en arrière plusieurs fois, vérifiant si j'étais encore là, si je les regardais encore. Chaque fois que nos yeux se rencontraient, je faisais un signe de la main, et il continuait à suivre sa mère. Quand ils ont atteint le sommet de la colline, ils sont devenus des silhouettes découpées contre le ciel, de plus en plus claires. La lionne s'est arrêtée un moment. Elle a regardé en arrière une dernière fois. Puis, lentement, ils ont disparu de l'autre côté de la colline, de retour dans la nature sauvage, de retour à l'endroit où ils avaient toujours appartenu. Je suis resté là debout pendant encore 10 minutes, regardant simplement cette colline. Le docteur Esther s'est approché et a posé sa main sur mon épaule. « Tu as fait quelque chose d'incroyable, Raphaël. Tu as sauvé 2 vies. Tu as rendu une famille à son foyer. » J'ai essuyé les larmes de mon visage et j'ai souri. Ce n'est pas que moi. C'est ce lionceau courageux qui a sauvé sa propre mère. Je n'ai fait qu'aider. Quand même, tu es un héros. J'ai secoué la tête. Non, le héros, c'est lui. Ce lionceau de 3 mois qui a arrêté mon jeep, qui m'a guidé jusqu'à sa mère, qui a affronté 6 hyènes sans reculer d'1 centimètre. C'est le vrai héros de cette histoire. 6 mois plus tard,
Je suis retourné à cet endroit plusieurs fois dans les mois suivants, toujours en espérant voir un signe d'eux. Et 3 fois j'en ai vu. La première fois, c'était 1 mois après leur libération. Je patrouillais près de ces collines quand j'ai vu des empreintes fraîches sur la berge du ruisseau. Des grandes empreintes de lionnes adultes, et à côté, des empreintes plus petites, mais déjà bien plus grandes qu'avant, d'un jeune lion. Ils allaient bien. Ils étaient en vie. Ils étaient ensemble. La deuxième fois, c'était 2 mois plus tard. J'étais en train de camper dans une zone proche quand j'ai entendu un rugissement à l'aube. Ce n'était pas un rugissement de menace ou de chasse. C'était un rugissement d'annonce. Le rugissement caractéristique que les lions font pour marquer leur territoire et dire « Cette terre est à moi ». Je suis monté dans un arbre haut avec mes jumelles et j'ai scruté la zone. Et là, elle était. La lionne, majestueuse et en bonne santé, debout au sommet d'un rocher, surveillant son territoire. Et à côté d'elle, déjà bien grandi, il était là, le lionceau, qui n'était plus vraiment un lionceau. Il avait presque sa taille. Sa crinière commençait à pousser, encore courte et sombre, mais déjà visible. Il devenait un lion adulte, et il apprenait tout de sa mère, comment chasser, comment survivre, comment être un prédateur. La 3e fois, c'était 6 mois après le sauvetage. Je rentrais de patrouille au crépuscule, passant par cette même route où tout avait commencé. Et soudain, j'ai vu quelque chose qui a fait s'arrêter mon cœur. Une silhouette dorée debout au milieu de la route. Exactement comme ce jour-là. J'ai freiné. Le jeep s'est arrêté. Et là, à 20 mètres de moi, se tenait un jeune lion. Ce n'était plus un lionceau. C'était un subadulte. Presque de la taille d'un lion adulte, avec une crinière courte mais en croissance. Il m'a regardé. Je l'ai regardé, et j'ai reconnu ses yeux ambrés, inoubliables. C'était lui. Nous sommes restés ainsi pendant de longues 30 secondes, simplement à nous regarder. Puis il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il s'est assis. Il a levé une patte avant. Et il m'a fait un signe. C'était un mouvement délibéré, conscient. Il me saluait, il disait « Salut, c'est moi. Tu te souviens de moi ?» Ma vision s'est brouillée de larmes. Je me souviens, ai-je chuchoté, même en sachant qu'il ne pouvait pas m'entendre. Bien sûr que je me souviens. Il est resté là quelques secondes de plus. Puis il s'est retourné et a disparu dans la végétation. De retour à sa vie, libre, sauvage, exactement comme il se doit. Tu es arrivé à la fin de cette histoire et tu te demandes peut-être pourquoi il m'a raconté ça. Laisse-moi te dire. Cette histoire ne parle pas seulement d'un lionceau courageux ou d'une lionne sauvée. Elle parle de quelque chose de bien plus grand. Elle parle de ne jamais abandonner les personnes ou les animaux que tu aimes. Ce petit lionceau avait toutes les raisons du monde d'abandonner. Il était trop petit, trop faible, trop sans défense. Sa mère était piégée dans un trou de 3 mètres de profondeur. Il ne pouvait pas la sortir tout seul. La plupart des animaux auraient abandonné. Ils seraient partis. Ils auraient essayé de survivre seuls. Mais lui, il n'a pas abandonné. Il a arrêté un jeep. Il a guidé un inconnu jusqu'à sa mère. Il a affronté 6 hyènes. Il a refusé de l'abandonner. Et à cause de cela, elle vit. À cause de cela, il a une mère. À cause de cela, cette famille existe. Combien de fois dans ta vie as-tu abandonné quelqu'un parce que cela semblait impossible de l'aider? Combien de fois as-tu vu quelqu'un dans le besoin mais as pensé « ce n'est pas mon problème » ? Combien de fois es-tu passé directement parce que c'était plus facile de ne pas t'impliquer? Ce lionceau nous enseigne quelque chose de précieux. L'amour véritable n'abandonne jamais. Peu importe à quel point cela semble impossible, peu importe à quel point tu es petit. Peu importe la peur que tu ressens. Si quelqu'un que tu aimes a besoin d'aide, tu te bats. Et parfois, quand tu te bats de toutes tes forces, quand tu refuses d'abandonner, quand tu fais tout ce qui est en ton pouvoir, des miracles se produisent. L'aide apparaît d'où tu l'attends le moins. Des solutions émergent et des vies sont sauvées. Si tu es arrivé jusqu'ici et que cette histoire a touché ton cœur, laisse un commentaire. Jamais abandonner.
Parce que quoi que tu affrontes maintenant, aussi impossible que cela paraisse, aussi petit que tu te sentes, tu peux être le héros de ta propre histoire. Tu peux être la personne qui n'abandonne pas. Tu peux être celui qui fait la différence. Tout comme ce petit lionceau de 3 mois l'a enseigné au monde entier. Le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur. Le courage, c'est d'avoir peur et d'agir quand même. Le courage, c'est d'être petit, mais de refuser de reculer. Le courage, c'est d'aimer quelqu'un tellement que tu affrontes l'impossible pour lui. Sois courageux. N'abandonne jamais. Batte-toi pour ceux que tu aimes. Et regarde les miracles se produire. Que Dieu te bénisse, toi et toute ta famille. Tu es fait pour être courageux. Tu es fait pour faire la différence. Ne renonce jamais, jamais. Un gros câlin et à la prochaine histoire qui inspirera ton âme.